Walter Benjamin dans les œuvres complètes, tome 3, Le Conteur. 3 grands thèmes irriguent son œuvre. Une philosophie du langage, une philosophie de l'art et une philosophie de l'histoire. Rapport à la tradition. Souci de restituer ce que cette dernière a refoulé, parfois éradiqué. Il dénonce l'illusion de la continuité et des interruptions libératrices. Restituer la vision des vaincus, des défaits de la tradition et à ses yeux vital pour le destin de la liberté. Le conteur, réflexion sur l'œuvre de Nicolas Lescofs. Le cours de l'expérience a chuté, il sombre indéfiniment. Le monde extérieur et le monde moral ont subi des transformations qu'on n'aurait jamais cru possibles. S'est amorcée une évolution avec la guerre mondiale qui ne s'est jamais arrêtée. Les gens revenaient muets du champ de bataille, plus pauvres en expérience communicable. Dans les livres de guerre, cela n'a rien à voir. L'expérience passe de bouche à oreille, explosion destructrice. Les conteurs ont puisé dans l'expérience. Celui qui fait un voyage a quelque chose à raconter, dit le proverbe. Le conteur est celui qui a vu du pays, ou qui est resté au pays, et connaît les histoires et les traditions. Au Moyen-Âge, le maître sédentaire et les compagnons itinérants, chaque maître avait voyagé comme compagnon. Les marins furent les maîtres de l'art de conter. Lescofs était représentant pour la Russie d'une grande firme anglaise. Il voyagea à travers tout le pays. Il découvrit les sectes implantées dans le pays. On trouve sous sa plume des récits légendaires, centrés sur la figure du juste. En matière de piété, sa préférence va au naturel vigoureux. Il mit fin à sa carrière à 29 ans et commença à écrire. Opuscule sur la classe ouvrière et l'alcoolisme. Il présente toujours un aspect utilitaire. L'art du récit tend à se perdre, car l'aspect épique de la vérité, la sagesse, est en voie de disparition. Phénomène concomitant à l'évolution historique des forces productives. Le déclin du récit vient de l'apparition du roman. Le roman ne provient pas de la tradition orale. Ce qu'on raconte devient expérience. Le roman trouve dans la bourgeoisie les éléments dont il avait besoin pour parvenir à la floraison. Et le récit retomba dans le domaine de l'archaïque. Villemessant, fondateur du Figaro, a caractérisé la nature de l'information. Mes lecteurs s'intéressent plus à un incendie au quartier latin qu'à une révolution à Madrid. L'information en prise sur la réalité la plus immédiate trouve désormais plus d'audience que les nouvelles venues de loin. On nous informe chaque matin, mais nous sommes pauvres en histoire remarquable. L'art du conteur consiste pour moitié à savoir rapporter une histoire sans y mêler d'explications. Lescofs est un maître du genre. Le merveilleux est raconté avec la plus grande précision, sans imposer au lecteur le contexte psychologique. Le lecteur est libre de s'expliquer la chose comme il entend. Le premier conteur grec fut Hérodote, véritable récit. L'information n'a de valeur qu'à l'instant où elle est nouvelle. L'art de raconter les histoires est toujours l'art de reprendre celles qu'on a entendues. Le récit est lui-même une forme artisanale de la communication. Écrire pour Lescofs n'est pas un art libéral, mais un métier manuel. Tolstoï indique le talent narratif de Lescofs, le définissant comme le premier écrivain qui ait dénoncé les carences du progrès économique. C'est un écrivain véridique. Valéry conclut sa réflexion. On dirait que l'affaiblissement dans les esprits de l'idée d'éternité coïncide avec le dégoût croissant des longues tâches. La mort est la sanction de tout ce que relate le conteur. C'est de la mort qu'il tient son autorité. Figure du chroniqueur attentif à l'histoire. Celles sacrées ou profanes se rejoignaient
qu'on a peine à discerner s'il se détache une vision religieuse ou séculière en arrière-plan. La mémoire fonde la chaîne de la tradition qui transmet de génération en génération les événements passés. Nul ne meurt si pauvre, dit Pascal, qu'il ne laisse quelque chose. Des souvenirs ne trouvent pas toujours d'héritiers. Le romancier recueille cette succession le plus souvent avec une profonde mélancolie. Le sens de la vie, voilà ce qui est au centre de tout vrai roman. Le roman invite le lecteur à réfléchir au sens de la vie. L'important dans le roman, ce n'est pas qu'il nous instruit en nous présentant un destin étranger, mais par la flamme qui le consume, nous procure une chaleur que nous ne trouverions jamais dans notre propre vie. Le lecteur est attiré par l'espérance de réchauffer sa vie. Le conte enseigne aujourd'hui, pour qui veut faire face aux puissances de l'univers, de combiner la ruse et l'effronterie. Le courage, la hiérarchie du monde des créatures qui culmine dans la figure du juste, descend par de multiples paliers jusqu'aux abîmes de l'inanimé. Dans ces récits de l'écrivain de l'ancien temps, Leskov montre des natures élémentaires qui vont jusqu'au bout d'une passion aveugle. Cette extrémité est justement le point où, aux yeux des mystiques, la pire abjection peut soudain se renverser en sainteté. Paul Valéry, l'observateur de l'artiste, peut atteindre une profondeur presque mystique. Les objets éclairés pendant leur nom perdent leur nom. L'âme, l'œil et la main se trouvent mis en rapport. Le conteur ainsi considéré doit être mis au nombre des maîtres et des sages. Il sait donner un bon conseil, non point comme le proverbe dans quelques cas, mais comme le sage dans un grand nombre de cas. Le conteur est l'homme qui pourrait laisser la mèche de sa vie se consumer entièrement à la douce flamme de ses récits. Le conteur est la figure sous laquelle le juste se rencontre lui-même. Comprendre, c'est au fond sentir. Comprendre autrui, c'est se sentir en harmonie avec autrui. Adolphe Quetelet, astronome et mathématicien belge, propose dans sa physique sociale une loi binomiale qui s'inspire du binôme de Newton, formule donnant la énième puissance d'un binôme, permettant de dégager les lois de l'action humaine grâce à l'outil statistique. Projet laplacien d'une statistique administrative. À partir des variations observées. Suivant les hédonistes, la vie consciente suit toujours la ligne de la moindre souffrance. Mais la conscience n'est qu'un point lumineux dans la grande sphère obscure de la vie. Tout mouvement voulu a commencé par être un mouvement spontané, exécuté, car il présentait moins de résistance, instinct. Effort pour accroître et maintenir la vie, accroître le domaine de l'activité sous toutes ses formes, agir, c'est vivre. Agir davantage, c'est augmenter le foyer de vie intérieur. Le pire est l'inertie. L'idéal moral sera l'activité dans toute la variété de ses manifestations. Agir pour le plaisir d'agir, vivre pour vivre, penser pour penser. Le plaisir n'est jamais premier, ce qui est premier et dernier, c'est la fonction, c'est la vie. La jouissance n'est qu'un attribut, la tendance de l'être à persévérer dans l'être est le fond de tout désir. L'intensité de la vie a pour corrélatif nécessaire sa plus large expansion. La sexualité a une importance capitale dans la vie. Un surplus de force agit sur l'organisme tout entier. Fécondité de la volonté. Vie, c'est fécondité, et réciproquement, la fécondité, c'est la véritable existence. La loi du devoir, disait Confucius, est un océan sans rivage. Le monde ne peut la contenir. Quand on navigue sur le fleuve Amazone, on se croit sur la mer pour distinguer
le fleuve de la mer, il faut non pas regarder au loin, mais se pencher et goûter l'eau. Le devoir se ramène à la conscience d'une certaine puissance intérieure. Sentir intérieurement ce qu'on est capable de faire de plus grand, c'est par là même prendre la première conscience de ce qu'on a le devoir de faire. Le devoir est une surabondance de vie qui demande à s'exercer, à se donner. On l'a trop interprété comme le sentiment d'une contrainte, c'est avant tout celui d'une puissance. La vie ne peut se maintenir qu'à condition de se répandre. Il est impossible d'atteindre sûrement un but quand on n'a pas le pouvoir de le dépasser. L'intelligence et l'activité n'apparaissent plus comme séparées par un abîme. La pensée est presque une parole, nous sommes amenés à exprimer ce que nous pensons. Celui qui n'agit pas comme il pense, pense incomplètement. On a trop distingué la volonté de l'intelligence. On peut dire que la volonté n'est qu'un degré supérieur de l'intelligence et l'action un degré supérieur de la volonté. La moralité n'est autre chose que l'unité de l'être. L'immoralité est un dédoublement, une hypocrisie et conséquemment arrêt dans le développement de l'être. L'être antisocial s'écarte autant du type de l'homme moral que le bossu du type de l'homme physique. Les plaisirs supérieurs sont plus intimes et plus profonds, les plaisirs inférieurs tendent à diviser l'être. Les plaisirs les plus égoïstes n'acquièrent tout leur charme que quand nous les partageons avec autrui. L'égoïsme pur est une sorte de mutilation de soi. L'artiste se sent intérieurement obligé à produire et à créer des œuvres harmonieuses. L'esprit scientifique est le grand ennemi de tout instinct. La conscience morale n'affirme pas, elle commande, et un commandement peut être sage ou fou. Le plaisir du danger tient surtout au plaisir de la victoire. Lorsque l'on a accepté le risque, on a aussi accepté la mort possible. La solution dépend de la valeur qu'on attache à la vie. Une seule peine efface la multitude des plaisirs de la vie. Le prix de la honte peut paraître insupportable. L'action morale a toujours un certain prix. La variété des doctrines prouve la richesse et la puissance de la pensée. La nature est un grand mécanisme qui marche toujours et que le vouloir de l'individu ne saurait un instant entraver. Indignation contre l'impunité et révolte de l'intelligence humaine sur l'idée de mal moral. Idéal de la justice pénale où le maximum de défense sociale s'exprime avec le minimum de souffrance individuelle. Tout déploiement de l'activité est accompagné de plaisir, la souffrance apparaît avec les résistances, la vertu enveloppe analytiquement le bonheur. C'est la puissance de la vie et l'action qui peuvent résoudre les problèmes que se pose la pensée abstraite. Merci.